Aujourd'hui, c'est notre président fondateur du chapitre PMI Sénégal, professeur André Onana, qui fut le premier président du chapitre. Il fait partie des personnes qui ont initié la création du chapitre depuis 2015. Et jusque-là, il continue de pouvoir apporter sa contribution pour faire avancer les activités du chapitre. Il se présentera certainement, mais on essaiera de faire aussi une brève présentation de sa personne et également aussi il pourra intervenir sur le sujet qui nous sied. Donc, encore une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à tous et puis on espère que tout se passera bien en termes de retour d'espérance, de partage, d'amélioration continue. Donc, professeur André Onana, par ma voix, tout le chapitre vous remercie de votre disponibilité et surtout de votre engagement pour nous permettre de pouvoir animer cette première soirée. Je crois que ça n'a pas été peut-être facile en termes de disponibilité, mais je crois que vous faites partie aussi des personnes qui n'hésitent pas à répondre présent lorsque le chapitre PMI les sollicite. Donc vraiment, on tenait avant tout propos à vous dire vraiment merci et puis on espère pouvoir profiter de ces instants-là avec vous. Donc sur ce, je vais rapidement faire une présentation vidéo de nos speakers. Et puis après, je lui laisserai toute la parole pour qu'il puisse commencer la soirée d'aujourd'hui. Donc, vous me dites si vous voyez l'écran et la vidéo lorsque je la partagerai. Je règle ça rapidement. André, tu as accès au partage ou pas encore? Non, je ne vois pas le partage. OK. Je ne sais pas Attendez. si tu es en train de partager ton écran, mais je Oh, vois pas de partage. bon. Je pense que pour le faire, Karim, tu peux voir si André puisse partager. Oui, je regarde ça. OK. Ali dañ ko sonn woon. Parce que je vois qu'il a la position de participant. Donc, je le reviens. Donc, André, essaie de voir si tu peux partager. Sinon, c'est bon à notre niveau. Là, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Oui, là, l'écran sort. D'accord. Donc, sur ce, C'est je bon. vais donner la parole à notre intervenant de ce soir et puis lui laisser toute la place pour la suite. Monsieur Sarré, André, tu as le flow, hein? Ah, Merci. d'accord. OK, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne sais pas, juste une question comme ça, parce que j'ai vu que c'était 18h30. Donc, Non, peut-être c'est c'est ça qui 18 fait. heures. Non, sur l'affiche, sur l'affiche sur effectivement. LinkedIn, je pense, j'ai vu 18h30 GMT. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que OK. les gens. Mais je sais pas, hein. Je sais pas. Moi aussi, dans ma tête, j'avais mis 18h30. C'est ça. Mais bon, je pense on peut effectivement introduire. Donc, bonjour à tout le monde. Et puis, moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui
l'invité du chapitre PMI Sénégal dans le cadre de cette belle activité qui est la semaine de la gestion de projet. Et je pense que le thème qui a été retenu pour célébrer cette semaine de la gestion de projet porte donc sur le numérique, sur la transformation digitale, donc toutes choses que je trouve vraiment d'actualité. Et donc, mon premier mot sera déjà de féliciter le bureau pour le travail exceptionnel qui est en train de se faire. On le voit, il y a beaucoup d'activités, il y a une équipe dynamique, engagée, et ça témoigne bien il y a des choses qui se passent. Parce que pour le PMI quand même, le Sénégal, c'est un chapitre très important, surtout quand on voit la vision du PMI en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, notamment la partie francophone. Et donc, du coup, le chapitre PMI Sénégal va jouer un rôle extrêmement important dans cet écosystème-là, surtout avec l'avènement de nouveaux chapitres qui sont en train de se mettre en place, le Niger, le Burkina Faso, sans oublier d'autres chapitres qui sont encore dans le pipe. Et je pense que le chapitre PMI Sénégal va vraiment jouer un rôle important pour structurer l'écosystème de la gestion de projet au niveau de la sous-région. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait toutes ces activités qui sont en train d'être faites et qui permettent de créer de la valeur non seulement pour les membres, mais aussi pour la communauté entière des gestionnaires de projets. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner au tout début et féliciter toute l'équipe amenée par le président Michael Becquin voilà, qui lead tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. 80% de la création de nouveaux chapitres seront des chapitres francophones. Donc, c'est vraiment pour vous dire toute la place des chapitres francophones dans dans cet écosystème. Alors, moi, aujourd'hui, cet après-midi, dans cette thématique qui est donc de vous parler, de nous entretenir sur les enjeux et les opportunités pour les chefs de projet dans le contexte de la transformation digitale. Donc, j'ai choisi de parler notamment des assistants virtuels intelligents au service de la gestion de projet, le cas de PMI Infinity. Parce que, bon, comme on le sait, beaucoup de choses ont été faites par rapport à l'intelligence artificielle au niveau du PMI. Et l'une d'entre elles, c'est certainement la mise en place d'un assistant virtuel de gestion de projet qu'est PMI Infinity. Donc, j'ai choisi de parler de cet assistant virtuel intelligent dans le cadre de notre séance aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est de parler de PMI Infinity, d'évoquer un peu les enjeux concernant les gestionnaires de projets, notamment en termes de maîtrise du langage, hein, parce que ce qu'il faut dire en réalité, c'est que le gestionnaire de projet ou le chef de projet, parmi l'une des compétences qu'on lui demande maintenant au 21e siècle, c'est vraiment de pouvoir parler avec les assistants virtuels. Et donc ça demande toute une ingénierie derrière de prompt. Et donc, c'est quelques éléments que je voudrais partager. Alors, pour moi, ce que je peux dire en termes d'introduction, c'est que, vous savez, beaucoup de métiers ont, ont vraiment une forte pénétration des technologies de l'information et de la communication. Mais c'est pas forcément le cas pour la gestion de projet. Parce que quand je regarde quelques éléments de la littérature concernant la pénétration des technologies de l'information et de la communication dans différents métiers, on parle d'un taux de 21% d'utilisation des TIC dans la gestion de projet. Il faut dire en réalité que la plupart du temps,
les gestionnaires de projet, lorsqu'ils utilisent les outils informatiques, c'est la plupart du temps des logiciels qui leur permettent de pouvoir planifier et suivre leur projet. Et c'est donc pourquoi souvent même, la plupart des gens confondent la gestion de projet avec l'utilisation des logiciels. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, on va faire une formation de gestion de projet et vous faites toute la formation de gestion de projet et que vous ne parlez pas de MS Project, les gens risquent d'être dessus parce que très souvent, ils associent cette partie du logiciel avec la gestion de projet. Mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, précision générative, on a eu quand même que la gestion de projet aujourd'hui commence à véritablement s'ouvrir un peu plus en profondeur aux technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, aller au-delà du simple outil logiciel qu'on utilise pour planifier et suivre les projets à des choses un peu plus élaborées. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir regarder tout cela ensemble. Et cela est compréhensible dans un contexte de transformation digitale. Et il faut comprendre ici que la transformation digitale, c'est un processus vers la numérisation des services, vers la numérisation notamment d'un certain nombre de process, comprenez? C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de pays sont engagés dans la transformation numérique et dans l'optique notamment de pouvoir se développer. Je pense que la COVID-19 n'est pas étrangère à cet intérêt qu'on a observé au niveau des entreprises par rapport à la transformation numérique. Elle était déjà là. Les entreprises avaient des projets de transformation, mais la COVID-19 est venue accélérer un peu les choses. Et donc, nous, en tant que gestionnaires de projet, il est effectivement important qu'on soit très aligné avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce contexte de transformation digitale. J'ai eu le plaisir d'être il y a quelques jours dans un pays de l'Afrique centrale, hein, parce que on est en train de travailler avec l'Union internationale des télécoms sur un projet qu'on appelle le benchmarking des TIC en Afrique centrale. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir évaluer le niveau des TIC au niveau de cette partie de l'Afrique à travers un outil que nous appelons le cadre unifié de l'UIT. Et comme ça nous permet de pouvoir réfléchir sur des axes prioritaires et des feuilles de route qu'on va mettre en place pour permettre d'arriver à un certain développement des TIC dans la région. Donc, c'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement un intérêt au niveau des entreprises, c'est vraiment un intérêt au niveau des pays, un intérêt au niveau de l'Union africaine même, parce qu'il y a toute une stratégie de développement du numérique. Je pense 20, on parle de 20 jusqu'en 2030, 36, quelque chose comme ça, pour développer le numérique. Et c'est pourquoi je pense que c'est très important que nous, en tant que gestionnaires de projets, qu'on s'y intéresse, parce que ce sont des projets euh, pour lesquels on va solliciter une expertise de notre part et c'est important qu'on s'y intéresse véritablement. Alors, peut-être tout le monde n'a pas eu la chance de me connaître. Donc, mon nom est André Onana. Je suis enseignant, chercheur dans le domaine de la transformation digitale. Donc, j'ai eu l'opportunité de réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de programmes de formation dans le domaine de la transformation digitale. J'enseigne aussi la gestion de projet et je fais beaucoup de conseils au niveau de la sous-région, au niveau international, dans le domaine de la gestion de projet et des technologies de l'information et de la communication. Du point de vue de mon engagement en tant que volontaire, moi j'aime toujours raconter cette histoire parce que c'est important. Vous savez, moi, à la base, je suis pas
je suis pas un gestionnaire de projet, hein. J'ai eu une formation en finance, voilà, donc j'ai étudié la comptabilité et la finance durant tout mon cycle universitaire. Ma thèse de doctorat porte d'ailleurs sur le financement des entreprises du secteur des TIC. Mais comment est-ce que j'arrive dans la gestion de projet? C'est en 2004, hein. En 2004, je pense que je suis arrivé au Sénégal et l'une des premières opportunités d'emploi que j'ai eues, c'était assistant d'enseignement. Donc, j'étais professeur assistant au niveau de l'ISM. J'enseignais la comptabilité et la finance parce que c'est en réalité mon background. Et donc, un jour, je reçois un coup de fil du président de l'université et il me dit, bon, voilà, je vais te mettre en binôme avec quelqu'un que j'ai recruté et vous allez travailler sur un projet qui me tient à cœur. Et ce projet, c'était le projet d'extension des antennes de l'ISM dans plusieurs régions du Sénégal. Donc en 2004. Et moi, c'est comme ça, sans aucune formation préalable. Et donc, je me retrouve dans une équipe de projet en train de travailler sur euh, un projet d'extension de l'ISM dans les régions. Et donc, on finit par ouvrir beaucoup d'antennes. Je pense que la première qu'on a ouvert, c'est Ziguinchor. Après Ziguinchor, on a ouvert Kaolack. Après ça, il y a eu Thiès et puis Mbour. Et c'est comme ça que je me rends compte que en réalité, gérer un projet, ça prend une expertise qui est différente de celle de notre domaine. Parce que c'est le premier piège dans lequel on tombe souvent. C'est-à-dire que nous pensons que généralement, avoir une expertise dans un domaine, ça nous donne de facto l'expertise en gestion de projet. Et c'est ce que nous, on appelle dans le jargon l'effet de halo. Si dans une entreprise, on veut lancer un projet informatique, la plupart du temps, on pense que la personne qui a des compétences en informatique est la personne qui est mieux outillée pour piloter ce projet. Ce n'est pas faux totalement parce que, effectivement, avoir des connaissances et des compétences dans l'industrie du projet, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment avoir des compétences en gestion de projet. Et c'est comme ça qu'en 2012, donc, après que j'ai fait tous ces projets, j'ai gagné en expérience. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans la certification PMP. Et donc, j'ai obtenu ma certification PMP en 2012. Et donc, à partir de ce moment-là, je commence véritablement à m'intéresser à la gestion de projet de façon un peu plus particulière. Et je constate que au Sénégal, nous ne sommes que 11 certifiés PMP à ce moment-là. Et puis, dans les 11 certifiés, je vois que la plupart, ils ont fait leur examen de certification dans les pays avoisinants, Ghana et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas véritablement un écosystème au Sénégal. Et c'est comme ça que je m'approche de certaines personnes avec qui on animait des sessions de formation en gestion de projet et je leur dis, mais ce serait intéressant que on crée notre chapitre. Et je contacte de PMI, on met en place l'équipe de pilotage là pour la mise en place du chapitre. On écrit notre business plan, on le soumet au PMI, il est validé. Et puis, en mars 2015, notre chapitre est lancé. On fait l'inauguration officielle en 2016. Et puis, donc voilà un peu comment ça part. Et donc, du coup, on commence à bâtir un peu cette dynamique de la gestion de projet au Sénégal. Et on passe de 11 certifiés PMP. Je sais qu'aujourd'hui, on a près de 400 certifiés PMP au Sénégal, ce qui témoigne véritablement de la dynamique qu'il y a autour de la gestion de projet. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup parce que on a réussi à amener quelque chose. C'était un besoin qui était là. Et puis, on a réussi à formaliser ça, à travailler et à mettre en place quelque chose. Et c'est ça qui me permet d'aller ensuite au PMI global, parce qu'après avoir servi au PMI Sénégal, j'ai servi aussi pendant 2 années
au EMAG, donc le Ethics Member Advisory Group. Donc, c'est un comité mis en place par le PMI pour réfléchir sur comment mettre en place un cadre éthique et de conduite professionnelle au sein du PMI. Après cette expérience, je suis encore allé 2 ans avec le PMI Francophone Outreach Committee. Donc, le but cette fois-ci, c'était de réfléchir avec le PMI pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que la partie francophone ne soit pas trop lésée lorsqu'il s'agit de gestion de projet. Parce que la plupart des contenus, effectivement, sont en anglais. Et puis quand on est, parce que je vous parle, parce que moi aussi je vis ça, moi je suis francophone, mais on fait des efforts pour pouvoir s'adapter au contenu en anglais. Toujours est-il que si on a du contenu en francophone, c'est plutôt bon pour nous. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec le PMI Francophone Outreach Committee. C'est ce qui nous a amené à amener sur la plateforme projectmanagement.com des webinaires en français parce qu'il n'y avait que des webinaires en anglais. Donc, l'idée vraiment, c'était de pouvoir donner aussi la possibilité aux personnes qui sont déjà certifiées PMP et qui cherchent à avoir des PDU de pouvoir quand même accéder au contenu en français. Donc, c'était 2 belles années d'expérience 2022-2023 avec le PMI francophone Outreach Committee. Et là, à partir de janvier 2025, je vais entamer un nouveau challenge avec le PMI. Donc, je serai le region mentor de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et ce sera vraiment un grand plaisir de travailler avec les chapitres, comme le chapitre PMI Sénégal et bien d'autres chapitres, et continuer ainsi à promouvoir la gestion de projet. Je pense que l'un des grands axes de mon mandat, ça va être vraiment de travailler sur le contenu francophone en gestion de projet pour créer des connexions entre les chapitres francophones pour qu'on puisse vraiment créer du contenu et faire en sorte que les membres du PMI puissent avoir de la valeur. Donc, c'est important et j'insiste là-dessus tout simplement parce que c'est important quand on vient à ces événements comme ceci d'avoir aussi un retour d'expérience des gens qui ont fait le volontariat avec le PMI pour vous montrer l'importance du volontariat. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. J'invite les uns et les autres à ne pas hésiter à s'engager déjà au niveau local et après vous engager au niveau global. C'est que des opportunités. Ça vous permet d'apprendre énormément et puis c'est beaucoup de valeur ajoutée que vous apportez à vous-même en premier, mais aussi à ceux qui partagent un certain nombre de projets avec vous. Alors, moi, j'ai subdivisé ma conversation avec vous en 2 parties. Donc, la première partie, je l'ai intitulée L'art de parler avec PMI Infinity. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on parle d'assistants intelligents virtuels, c'est des choses qu'on a déjà avec nous depuis assez longtemps. Ça a juste pris une autre dimension. Je sais que les gens utilisent des assistants à la maison comme Alexa. Nous avons des assistants dans notre téléphone portable. Pour ceux qui ont des iPhones, notamment Siri, qui peut vous aider à faire pas mal de choses. Mais avec l'intelligence artificielle générative, il y a un niveau un peu plus élevé qu'on a pu atteindre. Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est quoi? C'est tout simplement un système que l'on va entraîner et qui va pouvoir, sur la base des entraînements qu'on a fait avec lui, il va pouvoir générer du contenu additionnel. Donc, il peut générer du texte, c'est ce qu'on connaît le plus, hein. On génère du texte. Quand vous utilisez ChatGPT, vous mettez du texte, il vous génère du texte aussi, et ainsi de suite. Vous lancez une requête, il vous génère du texte. On peut aussi créer des images et de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle pour générer
des images, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup avec des images. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc souvent, au lieu de recourir à du texte, on peut utiliser l'image. Donc on a besoin des intelligences artificielles pour nous générer de l'image. Et justement, à ce propos-là, pour ceux qui utilisent ChatGPT, il y a la possibilité d'utiliser Canva à l'intérieur de ChatGPT pour pouvoir générer des images. Donc, on peut générer pas mal de choses. C'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle générative. Et donc, l'un des gros défis qu'on avait avec l'intelligence artificielle générative, et ça, j'en parlais il y a 2 ans ou 1 an dans un tout premier webinaire en Afrique francophone qui parlait de l'application de l'IA à la gestion de projet. Je parlais notamment du fait que euh, c'est bien beau de parler d'IA dans la gestion de projet, mais ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que la plupart des IA, elles sont très générales, vous comprenez? Elles sont entraînées sur des sujets très généraux. Et donc, pour un gestionnaire de projet qui veut adresser une problématique particulière, il va être difficile de pouvoir le faire avec seulement avec l'IA que vous allez avoir. Donc, il nous fallait quelque chose qui soit lié, qui soit adapté qui soit adapté à la gestion de projet. Et c'est comme ça que beaucoup d'IA ont commencé à se développer pour parler spécifiquement de la gestion de projet. Et donc, PMI Infinity, c'est un assistant virtuel intelligent développé par PMI et qui est donc consacré uniquement à la gestion de projet. Et je ne vous dis pas tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA, avec PMI Infinity. En ce moment, je suis dans le comité de rédaction de la deuxième édition du guide Agile. Et il y a pas mal de choses qu'on arrive à faire avec PMI Infinity. C'est pour vous dire que c'est quelque chose de très important pour les gestionnaires de projet, mais qui n'est pas forcément connu et qui n'est pas forcément bien utilisé. Et c'est donc pourquoi j'espère que ce webinaire pourra éveiller les consciences par rapport à PMI Infinity et vous donner plus d'éléments pour aller de l'avant avec. Alors, l'IA générative, comme je l'ai dit, c'est une hype, hein. Donc, aujourd'hui, on arrive à l'implémenter dans la gestion de projet. Et pour résumer un peu comment est-ce qu'aujourd'hui on implémente l'IA générative dans la gestion de projet, je me suis appuyé sur ce graphique. C'est un graphique du PMI, hein. Je pense que c'est ceux qui ont lu le rapport du PMI sur l'IA, je pense qu'ils connaissent un peu ce graphique. Donc moi, je l'ai intitulé 9 possibilités d'intégration de l'IA pour gérer vos projets. Donc la source, c'est le document suivant Shaping the Future of Project Management with AI. Donc, c'est un document qui date de octobre 2023. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, on va analyser la possibilité d'intégrer l'IA générative dans la gestion de projet à l'aune de 2 critères. Donc, le premier critère sur l'axe des abscisses ici, c'est qui réalise la tâche. Donc, qui réalise la tâche. Et donc, au niveau de qui réalise la tâche, on a ici vers l'origine la machine et quand on s'éloigne de l'origine, on a l'humain. Donc, on part de là. Quand j'ai une tâche dans mon projet, la tâche peut être exécutée par moi en tant qu'humain ou par la machine. Et de l'autre côté, au niveau de l'axe des ordonnées, vous avez le niveau de complexité de la tâche, donc qui va de faible à élevé. Donc, ça veut dire que plus on s'éloigne de l'origine, plus la tâche elle est complexe. Donc, sur la base de ces 2 éléments, on est capable de pouvoir identifier les possibilités d'intégration de l'IA dans la gestion de projet. Alors, si on prend la première zone ici, vous voyez cette zone où on a véritablement machine qui exécute la tâche et on a un niveau de complexité de la tâche qui est faible, on arrive à trouver
3 possibilités d'intégration. La première, c'est les comptes rendus de réunion. On dit que le chef de projet passe 90 à 95% de son temps à communiquer. Ça, c'est une vérité. Et si vous voulez réussir votre projet, il faut vraiment travailler sur votre communication. Et parmi les moyens pour communiquer, il y a effectivement les réunions. On fait beaucoup de réunions dans le projet. Réunions pour planifier le projet, réunions pour suivre l'exécution du projet, résoudre les problèmes et ainsi de suite. Et donc, du coup, il faut gérer les comptes rendus, il faut faire des comptes rendus de toutes ces réunions-là. Et donc, si on veut les faire manuellement, ça va nous consommer énormément de temps. Alors que ce temps-là, on peut gagner du temps et le mettre pour réfléchir à des questions stratégiques. Donc, aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes de projet, il n'est plus besoin d'utiliser le manuel pour faire les comptes rendus de réunion. Ça se fait avec des intelligences artificielles. Même, vous voyez, dans la réunion où on participe tous en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir positionner une IA comme participant à la réunion et qui va prendre le compte rendu. Je pense que vous avez déjà vu ça. Dès qu'on finit la réunion, vous recevez un compte rendu automatiquement qui est généré par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment le niveau basique de l'IA dans la gestion de projet. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble un peu générer des rapports. Donc, on peut aussi générer des rapports avec l'IA et faire une synthèse de leçons apprises. Quand un projet est en cours ou se termine, il est très souvent important d'alimenter les actifs organisationnels. Et pour alimenter ces actifs organisationnels, souvent, on a besoin de leçons apprises. Je sais que pour la plupart des entreprises aujourd'hui, lorsque le projet se termine, on fait un rapport de clôture et dans ce rapport de clôture, on va développer un certain nombre de points dont les leçons apprises. Et ces leçons apprises souvent émanent des problèmes que l'on rencontre dans les projets et des solutions qu'on a apportées. Donc ça, c'est vraiment le niveau, on va dire, basique. Maintenant, le niveau intermédiaire, donc c'est ce qu'on appelle automation. Donc, c'est vraiment de faire les automatisations. Maintenant, le deuxième niveau, et c'est celui qui nous intéresse pour la séance d'aujourd'hui, c'est l'assistance. Et donc, là, on voit que on est en plein milieu en termes de qui réalise la tâche entre l'humain et la machine. Donc, c'est un peu les deux, c'est l'homme et la machine qui vont intervenir simultanément. Et de l'autre côté, le niveau de complexité de la tâche est modéré. Donc, c'est pas très complexe, c'est pas non plus faible. Et donc là, on arrive à des choses comme l'estimation des coûts et des délais. Donc, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on gagne du temps pour faire des estimations de coûts et surtout, on gagne aussi en termes de précision, surtout si l'IA est bien entraînée. Ensuite, on peut aussi analyser les données de masse grâce à l'intelligence artificielle. On peut faire des analyses coûts-bénéfices. On peut même aller jusqu'à l'analyse des risques du projet. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire. Et puis maintenant, vous avez ce qu'on appelle le niveau le plus élevé, qui est plutôt l'augmentation. Et là, on a plus une intervention de l'humain et parce que le niveau de complexité des tâches est grand. Ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus d'aller en profondeur. Donc, du coup, on ne peut pas laisser tout ça à l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous posez la question de comment intégrer l'intelligence artificielle générative dans la gestion de votre projet, sachez que vous avez 9 possibilités en partant de l'automation jusqu'à l'augmentation en passant par l'assistance. Donc, nous, on va insister cet après-midi ou bien ce soir sur la partie assistance. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez peut-être une intervention. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, PMI Infinity, est-ce que quelqu'un connaît PMI Infinity? Quelqu'un l'a déjà utilisé? Ça vous dit quelque chose, j'imagine, PMI Infinity? PMI Infinity, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà utilisé d'une certaine manière, je pense que oui. Oui, un Non, moi, peu, je on a n'ai fait des jamais test utilisé. drive avec. Comment?
vous avez une expérience d'utilisation de PMI Infinity, c'est ça? Non, je disais qu'on a fait des test drive avec, juste pour s'amuser un peu, pour nous Ah, familiariser d'accord. avec l'outil, mais pas dans un cadre professionnel, non. Ah, d'accord. OK, super, super, super. Donc, c'est déjà un bon début. Donc, PMI Infinity, je pense que c'est pas... Tout le monde sait déjà ce que c'est. Il y a beaucoup de travail que le PMI fait pour promouvoir cela. Donc, c'est un assistant virtuel. Moi, comme je disais souvent, l'un des gros avantages avec l'IA dans la gestion de projet aujourd'hui, c'est que on peut avoir un assistant H24 qui va travailler avec vous. Voilà. Donc, il suffit juste que vous lui demandiez et il est là pour vous. Donc, quand on parle de PMI Infinity, c'est un assistant de gestion de projet qui est alimenté par l'IA. Et donc, il a beaucoup de fonctionnalités. Alors, voyons ensemble quelques éléments de PMI Infinity. Alors, ça, c'est quelque chose que vous retrouvez sur la plateforme, hein. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans PMI Infinity? Donc, on va retrouver un certain nombre de ressources. Alors, on parle d'une bibliothèque, hein, de plus de 14 000 éléments de contenu qui sont vérifiés par le PMI. Et je pense que vous avez certainement vu des appels à volontaires du PMI. Parce qu'on a besoin de volontaires, hein, pour créer du contenu, pour entraîner cette intelligence artificielle. Et donc, il y a plus de 14 000 éléments. Et j'imagine que ça a évolué parce que ces chiffres-là, je les ai eus il y a environ 4 mois. Donc, ça veut dire que c'est clair qu'il y a eu d'autres avancées en termes de contenu. Donc ça, c'est déjà ça. Alors l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que il y a des prompts, hein, qui sont recommandés dans PMI Infinity. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui ne connaît pas écrire des prompts, il peut déjà commencer à utiliser PMI Infinity parce qu'il y a des prompts qui sont plus ou moins qui sont proposés. Alors, la source aussi, c'est important. Avec PMI Infinity, c'est l'une des rares IA où quand on vous donne le résultat, on vous met la source. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, ChatGPT notamment. Quand ChatGPT vous sort ses résultats, il y a pas de contenu. Parce que parfois, les gens me demandent, mais c'est quoi la différence entre ChatGPT et PMI Infinity? Je pense que déjà, une première différence, c'est ça, c'est la source. Parce que quand vous, quand vous, quand vous travaillez, vous avez quand même besoin de vérifier la véracité des informations que l'intelligence artificielle vous propose. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est important d'avoir la source. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que l'une des grosses différences entre ChatGPT et PMI Infinity, c'est la protection des données. Parce qu'effectivement, quand vous gérez un projet, vous avez certainement des données qui sont sensibles. Donc, quand vous les mettez dans le système, il est important voilà, d'avoir la tranquillité d'esprit que vos données ne seront pas utilisées à d'autres fins. Et donc, avec PMI Infinity, vous avez plus ou moins cette garantie-là, plus ou moins cette garantie. Et comme c'est porté par le PMI, c'est clair que cette intelligence artificielle, elle est entraînée sur la base des meilleures pratiques de gestion de projet. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, quand je travaille avec PMI Infinity, je suis rassuré parce que je sais que c'est une IA entraînée avec les bonnes pratiques de gestion de projet qui est alignée avec les standards, les meilleurs standards de gestion de projet, dont celui du PMI. Et donc, je suis sûr que le résultat que j'obtiens, qu'il est de bonne qualité. Dans la deuxième partie, on va rentrer un peu au niveau de PMI Infinity pour que vous voyez un peu concrètement de quoi on parle. Alors, comme je le disais, si vous voulez avoir des résultats pertinents, parce que fini le temps où on allait sur un moteur de recherche
et on tapait des mots-clés comme ça et on regardait les résultats. Vous pouvez faire ça avec l'intelligence artificielle, mais vous n'allez pas obtenir des résultats personnalisés. Donc, plus on recherche un résultat adapté, spécifique en nos besoins, plus il faut savoir exprimer sa requête à l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'intervient donc la problématique de l'ingénierie des prompts. Voilà. Bon, on n'a pas encore trouvé le mot français de prompt. Les gens peuvent utiliser requête, mais bon, on parle de l'ingénierie de prompt. Voilà. Ça dit que c'est vraiment la façon de parler à ton intelligence artificielle pour qu'elle puisse te produire un résultat qui est spécifique. Sinon, tu auras un résultat assez généraliste comme tout le monde. Et donc, du coup, ça va pas vraiment t'aider. Voilà. Donc, de plus en plus aujourd'hui, écrire des prompts, c'est quelque chose d'important si on veut vraiment bénéficier des outils de l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est juste pour rappeler que nous parlons déjà avec les intelligences artificielles, hein. Vous avez Siri, vous avez Alexa, avec lesquelles on parle déjà. Et j'aime bien cette phrase de Robin Lee. Donc, dans la prochaine décennie, la moitié des emplois dans le monde tourneront autour de l'ingénierie de prompt. Très important. La moitié des, 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 des emplois dans le monde vont tourner autour de l'ingénierie de prompt. Donc, ça veut dire que savoir parler aux machines, c'est une compétence qu'il faut développer. C'est une compétence qu'il faut développer. C'est pas quelque chose qui se fait de façon intuitive comme ça. Oui, certaines personnes ont des aptitudes, mais il va falloir travailler de manière à développer cela. Et donc, du coup, dans les slides qui suivent, il y a quelques éléments que je veux proposer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'un prompt? De façon assez simple, un prompt, c'est une demande que vous faites à votre IA. Sauf que c'est une demande qui va nécessiter d'être structurée. Parce que si le prompt n'est pas structuré, vous risquez d'avoir, comme je le disais, un résultat généré. Voilà. Donc, il va falloir converser. Donc, on est vraiment sur un style conversationnel. Et là, on retrouve déjà un peu ce qu'on a dans les user stories. Vous voyez, dans les user stories, quand on écrit les user stories au niveau du Scrum, on utilise une approche conversationnelle. Voilà. C'est vrai que nous, on est déjà un peu familier à cette façon hein, de converser. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Hein. Vous voyez, quand on écrit le prompt, I say, I want, so that, vous voyez un peu la syntaxe des user stories. Donc, on est dans un style conversationnel. Et c'est la même chose aussi avec l'IA. Donc, quand on travaille avec l'IA, on doit vraiment être dans un style conversationnel. C'est-à-dire qu'on doit converser avec l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on arrive à générer des résultats qui vont être alignés avec ce que nous voulons. Voilà. Et donc, du coup, il y a toute une... Moi, je ne vais pas dire science. Hein. Bon, les gens parlent de science, des prompts, mais bon, il y a toute une façon de faire les prompts. C'est ça qu'on appelle l'ingénierie de prompts. Donc, l'ingénierie de prompts, c'est le processus de conception des spécifications en langage naturel d'une tâche qui seront utilisées donc par les machines. Parce qu'il faut dire que derrière l'IA, il y a des modèles de langage. Hein. Ceux qui sont en informatique, ils ont la maîtrise de cela. Donc, il y a des modèles de langage. Et donc, du coup, nous, on a un langage que nous parlons pour qu'il puisse être compris par la machine. Il y a un certain nombre de façons d'écrire nos prompts qui vont faire que la machine sera plus ou moins à l'aise à nous comprendre. Donc, c'est important aujourd'hui l'ingénierie de prompt. Pour moi, tout chef de projet à l'ère de la transformation digitale doit être capable de maîtriser l'ingénierie de prompt. Moi, c'est le premier message que j'ai envie de vous passer ce soir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se dise que non, c'est l'affaire des informaticiens. Non, les informaticiens, eux, ils s'occupent du back-office. C'est eux qui vont développer tout un ensemble de choses derrière, mais c'est à nous de savoir
écrire des prompts qui permettent à ce que les intelligences artificielles que nous allons utiliser puissent produire les résultats qui sont adaptés véritablement à nos besoins. Sinon, vous allez avoir quelque chose de standardisé. Je le dis encore, hein, parce que c'est le risque quand on utilise l'intelligence artificielle. Si vous utilisez l'intelligence artificielle comme tout le monde, vous allez avoir un résultat générique et donc un risque que vous n'ayez pas véritablement quelque chose qui s'accommode avec votre projet. Donc, ça prend des compétences, hein, ça prend des compétences. Alors, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour développer une bonne ingénierie de prompt?